On va s'installer tranquillement, faire cette discussion, autant une discussion qu'une table ronde. Premier temps d'échange, et puis ensuite il y aura des questions dans la salle. Donc peut-être en propos introductif, la question de la filière vélo, c'est un peu un sujet relativement nouveau dans les réflexions sur le vélo. On avait l'habitude de parler de système vélo, d'aménagement cyclable, d'apprentissage du vélo. Et arrivé ce terme de filière vélo, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on va essayer un peu d'esquisser dans la discussion de ce jour. Voilà, donc ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, c'est un mot un peu sur tous les lèvres en ce moment, notamment depuis aussi le comité interministériel du vélo qui s'est tenu il y a peu de temps, avec notamment des ministres en charge des questions économiques, industrielles, etc. Donc on voit bien qu'il y a ce sujet-là qui est très transversal. On savait déjà que le vélo c'était très transversal, il y avait l'éducation, la santé, mais maintenant on voit qu'il y a la réflexion autour d'un sujet économique, mais on verra aussi que la filière vélo n'est pas qu'un sujet économique. Donc on va essayer un peu de dresser tout ça sans en faire une grande nébuleuse qu'on ne pourrait comprendre, mais voilà, essayer de définir ce que c'est, ce que ça n'est pas. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Guillaume Gouffier-Valente, nous présenter un petit peu l'historique de cette filière, comment est-ce que c'est né, notamment c'est né d'un travail parlementaire que vous avez mené. Alors merci Séraphin, et merci à toutes et à tous pour votre présence et merci pour l'invitation. Ravi de vous retrouver et ravi de retrouver les élus, on va dire, de la filière et de la construction de cette filière et du développement du vélo de manière générale dans toute sa transversalité, bien entendu. Et ravi effectivement de revenir sur l'historique de cette mission, alors qui remonte bien avant le rapport qu'on a produit, puisqu'on l'a produit pour le coup avec Florence et avec d'autres acteurs. Je reviendrai dessus sur la manière dont on avait pensé la tenue de la mission qui a débouché sur un rapport qui a été présenté il y a un peu plus d'un an, mais qui remonte à des échanges bien antérieurs, qui remonte à des échanges démarrés durant le précédent mandat, donc entre 2017 et 2022. En 2018, on a la présentation d'un plan vélo, déjà à l'époque assez ambitieux, en tout cas réclamé depuis longtemps par un certain nombre d'acteurs, notamment la FUL, qui avait été présentée alors à Angers par le Premier ministre lui-même d'alors, Édouard Philippe, et avec un certain nombre de ministres, un plan qui ensuite va être mis en place et où un certain nombre d'acteurs qui étaient mobilisés dessus, que ce soit, c'est bien de rappeler, que ce soit les acteurs, les associations, les acteurs économiques, industriels, tous les passionnés, on va dire, de vélo, on a assez rapidement échangé entre nous en disant mais quand même, on essaie de convaincre nos concitoyens de pratiquer de plus en plus le vélo au quotidien ou le vélo pour partir en vacances ou pour pratiquer du sport ou le stress, enfin dans tous ces types d'usages, ce serait bien peut-être de regarder si ça peut pas être sur des vélos fabriqués le plus proche de chez nous possible et pourquoi pas en France. Ça c'était le point de débat. Et donc on a ensuite bataillé, mais assez longuement, pour obtenir une mission qui nous permettrait de travailler sur cet enjeu d'industrialisation. Alors pour rien cacher, là où ça a été acté, le fait qu'il y ait une mission et un rapport, c'est lors d'une rencontre avec le Premier ministre Jean Castex, dans un moment où j'étais responsable de la gestion de crise, responsable des textes de gestion de crise sanitaire pour le groupe Renaissance, où Jean Castex nous recevait avec deux autres collègues de la commission des lois au mois de mai, je pense que ça devait être mai 2020, dans un moment qui n'était pas évident et où il allait nous prévenir qu'on allait de nouveau avoir des textes sur le confinement, enfin les choses pas drôles qu'on a pu connaître. Réunion absolument pas simple, et où à la fin Jean Castex nous dit bon, sinon vous avez des sujets que vous vouliez remonter, et à ce moment-là je lui ai remonté le sujet du vélo en lui disant que quand même dans le pays du Tour de France, dans le pays où le vélo n'est pas quelque chose de bobo mais quelque chose de populaire, c'était quand même fortement regrettable dans la dynamique que l'on connaissait, dans les efforts mis en place budgétairement y compris, où on passait les 500 ou 600 millions d'euros déjà seulement côté État mis dans le développement du vélo, qu'on ne regarde pas comment accompagner nos acteurs, des acteurs qui sont comme beaucoup des acteurs survivants de la période de désindustrialisation, sur la reconstruction d'une vraie filière industrielle. À l'époque, ça part un peu comme ça, et là, il sort les notes, il prend en note, il dit c'est une excellente idée, et il va soutenir en tout cas le fait qu'on puisse obtenir cette mission, et dans les mois qui suivent, on va encore devoir batailler, parce qu'il y a des accords entre Bercy et le ministère des Transports et le ministère, le pôle écologie, on va dire, et finalement, on va réussir à convaincre Bercy en septembre 2020 de notre capacité à réaliser un rapport
c'est 2021, 2021, septembre 2021, réussir à convaincre, qu'est-ce que ça me paraît loin, discute déjà, mais c'était pas si loin, réussir à convaincre qu'on tiendrait en 3 mois, un peu de délai, 4 mois, le fait de réussir à faire une mission sur la reconstruction d'une filière industrielle. Alors dès le début, on va faire évoluer tout de suite la chose vers filière des acteurs économiques du vélo, et on va mettre en place pour monter cette mission, pour nous accompagner dans cette mission, proposer aux acteurs associatifs, aux acteurs industriels. Donc il y avait la FUB, il y avait l'USC, il y avait la PIC, il y avait les boîtes à vélo, il y avait les 2 associations bien entendu territoriales, il y avait l'ADEME, il y avait Thierry Ducrest. Dans ces acteurs, je pense pas, il y en avait d'autres. On met en place un comité de pilotage qui est assez unique pour on va dire, la conduite d'une mission parlementaire, et que c'est ce comité qui va m'accompagner dans la construction de la mission, des déplacements, des auditions avec des points de manière très régulière, puis dans la rédaction du rapport. Alors, c'est donc avec mon équipe qui l'avons rédigé, mais ensuite rediscuté avec l'ensemble des acteurs qui nous accompagnaient avant une présentation en février 2022. Présentation qui a posé essentiellement sur 2 grands piliers, en tout cas en conclusion, au-delà de l'ensemble de mesures que l'on proposait. D'un côté, bien entendu, que la puissance publique continue à s'engager fortement sur le développement des infrastructures de vélo, sur le développement des lieux de stationnement, sur le développement des politiques d'accompagnement de l'apprentissage à vélo et de lutte contre le vol. C'est une chose. Qu'elle mette en place aussi un plan vélo qui regroupe l'ensemble des dimensions du développement du vélo, notamment rentrer dedans les dimensions touristiques et économiques et industrielles. Et puis, à côté, la deuxième jambe, c'est la structuration d'une filière le plus rapidement possible. Bon, je pense qu'on avait fixé l'objectif de septembre 2022 pour le lancement de la filière, tout comme le plan qui rassemblerait l'ensemble des acteurs. Et là-dessus, la PIC a pris la balle au bon pour créer ces filières. Mais ça, je laisserai Florence Gall vous en parler bien mieux que moi, bien entendu. Et voilà comment cette mission qui aujourd'hui, moi je le constate en tant qu'ancien porteur de ce rapport, c'est quand même cet engagement dans le fait que l'État, quasiment un an plus tard, a déjà présenté le nouveau plan vélo qui regroupe l'ensemble des dimensions et avec des objectifs quand même assez sérieux, je pense, en matière d'accompagnement budgétaire, sachant que je pense que l'État sera même prêt à aller plus loin si jamais les fonds étaient tous sollicités dans les temps, dans les délais impartis, et que de l'autre côté, on observe vraiment une révolution du côté de l'ensemble des acteurs avec cette structuration de la filière, où je pense que l'ensemble des acteurs jouent au jeu et continuent d'avancer tous ensemble dans la même direction. C'est ce qu'on a pu voir encore vendredi dernier au ministère de l'écologie, avec une présence ministérielle très forte. Là, on est remplacé d'une époque où on était peut-être qu'un seul ministre, à une époque où les ministres se battent pour accueillir les événements et sont profondément désolés quand ils n'arrivent pas à suivre l'ensemble de la réunion et tous les acteurs présents, bien entendu. On a déjà un bel aperçu de cette historique et effectivement, très belle transition. Je laisse la parole donc à Florence Gall sur la PIC. Cette filière, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une filière ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment est-ce qu'elle s'élabore ? Alors, c'est quoi une filière ? En France, il y a un certain nombre de filières, notamment il y a celles qui sont des comités stratégiques de filières, des CSF, il y en a 19, qui sont rassemblés au sein du Conseil national de l'industrie. Et ça, c'est les filières industrielles classiques, comme le bois, le textile, l'automobile, l'aéronautique, des gros secteurs industriels. Nous, le vélo aujourd'hui, ce n'est pas encore un comité stratégique de filière, mais on a l'envie de se structurer comme une filière industrielle, comme une filière importante, voilà, parce qu'on pense qu'on a énormément d'avenir, que c'est un énorme gisement. Et donc, c'est quoi une filière ? C'est le rassemblement de tous les acteurs d'un même secteur économique. Nous, là, on le voit, on est passé d'une secteur... notre filière n'est pas industrielle, elle est volontairement économique dans la grande diversité des métiers du vélo et de l'emploi du vélo et des activités du vélo. Et donc, cette filière, elle est à la fois un point d'entrée qui rassemble tout le monde pour parler d'une seule voix avec le gouvernement ou les autres acteurs ou les autres filières. Et puis également, c'est l'occasion de définir ensemble un certain nombre de projets sur lesquels on veut s'engager dans l'avenir pour faire en sorte que demain, l'économie du vélo aille au mieux, qu'on fasse plus de vélos en France dans tous les sens du terme. Très bien.
On sait déjà de beaux objectifs. Je laisse la parole à Virginie Caillé, parce que vous pouvez faire passer le micro, merci. Les fabricants, on voit bien, il y a cette, je ne sais pas si je peux appeler ça une tension, mais cet objectif d'élargir en tout cas cette filière d'une filière industrielle à une logique aussi plus économique. Vous, à l'USC, qui représentez à la fois les fabricants, les revendeurs de cycles, quelle est la place que vous prenez ou que vous souhaitez prendre dans cette filière? Quelles sont vos attentes autour de cet enjeu-là? Alors c'est une question, on pourrait prendre quelques heures pour y répondre, mais globalement, vous avez compris que le point de départ, et Guillaume l'a brillamment rappelé, le point de départ de la réflexion, c'est un sujet industriel. Qui commençait à être exacerbé, notamment avec la crise de la Covid, avec ces problématiques d'accès finalement au vélo, problématiques de stock, de transport, et le besoin de redonner ses lettres de noblesse à une industrie du cycle française, ne l'oublions pas, qui dans les années 70 était quand même leader sur le plan mondial. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous vous souvenez peut-être de Manu France, etc. Il y avait des catalogues entiers de vélos, et donc on avait une vraie expertise, un savoir-faire, des usines, etc., etc. Et puis il y a eu ce phénomène de désindustrialisation. On a commencé à fabriquer très loin, et effectivement, de fil en aiguille, on n'avait plus vraiment de fabricants ou au moins d'assembleurs en France. Et là, on se retrouve dans une configuration où une prise de conscience cyclable au niveau de la société française, ce plan national vélo, alors ça peut paraître anecdotique, hein, Guillaume le rappelait, 2018, c'était Édouard Philippe, au transport c'était Elisabeth Borne, et ça s'est fait à Angers avec Christophe Béchu le maire. Donc on retrouve un certain nombre d'acteurs à des postes clés aujourd'hui, ce qui démontre qu'ils étaient parfaitement sincères et convaincus dans leur engagement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, notre premier plan national vélo en France, c'est 2018. Pour vous donner un ordre de comparaison, en Hollande, c'était il y a 45 ans. Donc évidemment qu'on ne va pas rattraper toutes ces années de retard, mais en revanche, comme ça a été souligné, on est aujourd'hui en marche forcée. Quand je dis en marche forcée, en marche volontaire, et volontairement forcée, déterminée des pouvoirs publics, et ça c'est une grande chose. Pour revenir à la question, la place de l'industrie, j'oserais dire qu'elle est déterminante, et vous aurez compris pas la prudence, mais l'élégance des propos de Florence et de Guillaume sur le fait que c'est pas qu'une filière industrielle, parce qu'effectivement en France il y a des contrats stratégiques de filières industrielles, Florence l'a rappelé, et finalement l'USC, qui représente plus de 85% des vélos fabriqués en France, aurait pu finalement porter par lui-même la filière. Or l'enjeu, le côté peut-être un peu inédit et ce qui amène vraiment un supplément d'âme et de force à cette filière, c'est justement une filière économique qui va rassembler tous les acteurs, qui ont fait une plateforme de concertation entre les acteurs privés, associatifs, publics et les pouvoirs publics. Et parfois, c'est là où il y a un manque de concertation, d'échange, de fluidité. Et donc, c'est, je pense, le point, la force de cette filière qu'on est en train de créer. Et je dois saluer le travail préparatoire de Guillaume, mais aujourd'hui, le travail de fond que mène Florence. C'est pas toujours simple. On parle d'une plateforme de concertation, on est en plein dedans. Et je peux vous dire qu'elle y passe quelques minutes de concertation absolument nécessaires pour qu'on dispose d'une filière avec une gouvernance apaisée où chacun trouve sa place, où on n'a pas une filière qui va venir finalement se substituer à l'un ou à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour en faire un véritable outil, un levier de croissance pour cette économie du vélo qui ne demande qu'à se développer. Donc les industriels, oui, ils ont une place à part, même si ils ne sont pas tout seuls dans cette filière économique du vélo, parce que si on doit fabriquer des cycles, il faut aussi fabriquer des cyclistes. Et ça, c'est plutôt aux usagers, aux pouvoirs publics, aux acteurs de l'ESS qui ont toute leur place dans cette filière. Mais nous, on est quand même important parce que on représente effectivement des emplois, on représente une capacité d'innovation, on représente aujourd'hui un petit peu un côté très attractif. Guillaume le disait avec une pointe d'humour, mais c'est tellement vrai. 5 ministres, et en plus la première ministre,
à tel point que ça devient un peu confusant parfois pour savoir qui s'empare du sujet vélo quand même, hein. Mais bon, tant mieux, il vaut mieux gérer ce genre de problème que d'avoir personne en face de nous. Et donc, ce qui excite un petit peu aujourd'hui nos politiques, c'est le sujet de réindustrialisation. Hein, CF, la prise de parole du président hier, justement sur ces sujets de réindustrialisation. Donc oui, on est un petit peu, j'allais dire, pas la figure de proue, mais un petit peu le produit d'appel. Mais derrière, effectivement, il y a toutes les politiques publiques qui en découlent, parce que avoir des vélos, si on n'a pas formé les cyclistes, si on n'a pas les infrastructures, si on n'a pas les politiques incitatives qui vont avec, ça ne sert à rien. Donc on est une partie du maillon, un peu exposée aujourd'hui par rapport à des problématiques politiques et industrielles, mais on se met au service de cette filière, évidemment. Alors je ne sais pas si ça répond à la question, un peu longuement, mais c'est ma réponse. Je suis pas bien, je l'apprends. Pour terminer ce premier tour de pas table, il n'y a pas de table. Donc Aurore Médieu à l'ESS France. Donc les structures de l'ESS que vous représentez, quelle est leur place dans cette filière? Et puis aussi, peut-être aussi une définition de ce que c'est que l'ESS sur le vélo. Est-ce que c'est uniquement les ateliers d'auto-réparation? Est-ce que c'est uniquement les vélo-écoles, ou même une partie des vélo-écoles uniquement? Voilà, quelle est la place de ces acteurs-là? Merci, bonjour à toutes et tous. En fait, pour répondre à cette question, il faut déjà définir ce qu'est l'ESS. L'économie sociale et solidaire, elle a été définie par une loi dédiée en 2014, et donc elle représente toutes les associations, toutes les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Ça représente 10,5% de l'emploi en France. 222 000 établissements employeurs, donc évidemment ce ne sont pas que les associations d'usagers, c'est bien plus que ça. Et pour ça, je vous ai ramené un certain nombre de notes. Dans le cadre de la filière économie du vélo et au moment aussi de la date du Congrès national de la Fédération des usagers de la bicyclette, on s'est intéressé chez ESS France à scanner l'ensemble de la chaîne de valeur du vélo et à montrer où se trouvent les structures de l'économie sociale et solidaire sur cette chaîne de valeur. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir qu'en fait, elle est partout, l'ESS. De la production, même si donc elle n'est pas majoritaire à ce jour, mais on a un certain nombre d'initiatives, notamment coopératives, qui se mettent en place sur des questions d'assemblage de vélos, et puis aussi sur toute la notion de cycle logistique. En fait, il y a des vrais besoins de pouvoir créer des vélos cargo qui sont complètement adaptés aux activités. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui, comme Tout en vélo, vous connaissez certainement, qui avait gagné le prix national de transition écologique ESS il y a 2 ans, qui s'est organisé un peu partout en France et qui aujourd'hui fabrique ses propres remorques adaptées aux besoins de la cyclo-logistique. Vous avez évidemment les acteurs de l'autoréparation, de la réparation et du réemploi. Dans votre rapport, vous aviez mentionné que 23% des vélos en France aujourd'hui étaient de seconde main. Alors pas forcément issus de l'ESS, mais toujours est-il de seconde main, c'est quand même assez révélateur. Je pense que c'est une filière assez emblématique sur ce sujet. On ne va pas avoir un pourcentage aussi fort d'achat de seconde main sur d'autres filières si on devait comparer. Évidemment, vous avez des vélos-écoles, que vous aviez mentionné. Vous avez également un certain nombre d'associations ou de coopératives qui vont être fédératrices en fait, de producteurs même qui vont se regrouper au sein d'associations. Et donc ça aussi, c'est de l'ESS. Et puis évidemment, ce qu'il faut noter aussi aujourd'hui, c'est que seulement 5% des Français et Françaises utilisent le vélo de manière quotidienne. Et si on veut développer une filière économique du vélo, il faut aussi développer un besoin, un usage. Et ça ne passera pas autrement que par du service de proximité, de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement. L'ESS, elle a cette force au global, mais en particulier dans la filière vélo, de démocratiser en fait, l'usage du vélo, de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens et citoyennes qui voudraient s'engager pour la transition écologique et donc notamment en s'engageant sur leur mobilité au quotidien. Et très clairement, il y a un rôle central de changement culturel, c'est-à-dire qu'on ne développera pas la filière, on peut créer des filières industrielles où on produit des vélos en France. S'il n'y a pas d'usagers derrière, s'il n'y a pas de plaidoyer des associations locales pour que les collectivités développent les infrastructures qui vont bien, on ne passera pas, en fait, on ne fera pas la bascule du développement du vélo en France. Et ça, c'est bien le tissu associatif extrêmement ancré dans les territoires qui le permet en faisant des activités de proximité au service des usagers. Bien.
Vous avez parlé du coup du plaidoyer de l'accompagnement individuel, c'est effectivement absolument indispensable. Dans ce plaidoyer des associations des usagers dont vous parlez, il y a, je ne sais pas si c'est une confusion potentielle ou en tout cas quelque chose à éclaircir dans le développement de cette filière. Les associations regroupées au sein de fédérations comme la FUB mais comme d'autres ont leur propre plaidoyer. La filière vélo va aussi forcément avoir son propre plaidoyer pour développer l'usage du vélo. Quelle est la différence qu'il y a entre ce plaidoyer des usagers, ce plaidoyer de la filière? Alors, quelle est la différence? Je pense qu'on tire tous dans le même sens en fait aujourd'hui. Moi, je suis toujours frappée quand j'entends des industriels ou des acteurs économiques, quand on leur demande c'est quoi la première mesure demain pour vous, pour développer l'économie du vélo. Leur réponse est toujours faire des infrastructures sécurisées. Avoir des infrastructures sécurisées pour pouvoir avoir plus de cyclistes, et c'est comme ça qu'on développera l'économie du vélo. Et de plus en plus, je pense que le plaidoyer de la FUB est particulièrement bon, il faut le dire aussi, ils sont très efficaces, ils travaillent très très bien. Et ça, je pense que ça diffuse dans tous les milieux beaucoup d'éléments sont quand même très fortement partagés au sein de la filière. Et puis, l'APIC est également membre de l'Alliance pour le vélo. Donc l'APIC, c'est la structure qui porte la filière aujourd'hui. L'Alliance pour le vélo, c'est l'association, les principales associations pro-vélo qui ont mis en place une plateforme de proposition, notamment à l'occasion des présidentielles. Mais je voudrais juste rajouter par rapport à la structuration de la filière et pour montrer l'importance également de la FUB qui est intégrée aux travaux. On a une filière où c'est une exception en France, les collectivités locales sont présentes, parce que les collectivités locales sont un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l'économie du vélo par tout l'argent qu'ils mettent dans les infrastructures à vélo, dans les aides à l'achat ou dans les autres dispositifs existants comme les locations de courte ou moyenne durée ou de longue durée qui peuvent exister. Et donc, dans les différents groupes de travail qu'on a, la FUB est présente. Juste pour vous donner une idée, on a 4 groupes de travail métiers aujourd'hui. Donc, un autour de la production et de l'assemblage, où l'ESC a bien entendu une place prépondérante. On en a un deuxième autour de tous les services. Voilà, tous les services où, bien entendu, il y a plusieurs structures de l'ESS qui sont présentes. Le troisième, c'est tout ce qui est loisirs, tourisme, sport. Et le dernier, c'est les infrastructures et les aménagements, où là également, le regard et l'appui des usagers est important. Et donc voilà, donc la FUB est membre fondateur de la filière, et je pense que notre spécificité en tant que filière, c'est les collectivités locales et la place des usagers qui doit être prépondérante, parce que à tous les niveaux, les usagers, les cyclistes sont partie intégrante de la filière aujourd'hui. Et partie intégrante de la PIC aussi. Voilà. Alors l'APIC, juste quand même pour savoir ce qu'est l'APIC, je ne sais pas si tout le monde connaît l'APIC, c'est quand même une structure un peu nouvelle, donc ça explique aussi. Donc l'APIC, c'est l'association pour la promotion et l'identification des cycles, qui a été portée par la FUB, qui a été créée vraiment au début par la FUB et par l'ESC, notamment pour porter le marquage ou l'identification, vous savez, le code sur les cadres, qui est maintenant obligatoire sur tous les vélos vendus. Neuf ou pas neuf, je peux dire voilà. Donc c'est important et c'est un moyen important de lutter contre le recel et le vol. Et aujourd'hui, sur les vélos marqués, il y a environ 10% de vélos qui sont retrouvés. C'est pas suffisant, mais il faut commencer. Faut utiliser tous les moyens pour lutter contre le vol, qui est quand même un des grands écueils de la pratique du vélo aujourd'hui. Florence a un petit peu esquissé et développé même cette spécificité qu'a cette filière économique par rapport aux autres filières industrielles. Néanmoins, il y a des liens qui sont évidents, des parallèles qui sont à tisser entre les différentes filières. Quels sont les liens qu'on peut imaginer, là d'un point de vue plus industriel peut-être, mais entre la filière vélo et les autres filières? Je pense notamment à la filière automobile ou aéronautique d'un point de vue vraiment de l'industriel. Et voilà, c'était déjà la première partie de ma question.
Oui, c'est pas une question simple parce que là, on est quand même dans de la prospective. On sait qu'il y a un potentiel, évident puisque il y a un nombre de plus en plus important de Français qui utilisent le vélo dans leur quotidien comme un moyen. On redécouvre le vélo comme un moyen de locomotion du quotidien. Donc évidemment, ça veut dire de la production en France de plus en plus. Sur les 2,6 millions de vélos neufs vendus en France, aujourd'hui on a un peu plus de 800 000 qui sont assemblés en France. Je le précise, on y reviendra peut-être un peu parce que le vélo Made in France, il faut faire attention, c'est effectivement un objectif, c'est une belle intention, mais après il faut conserver des réalités économiques et industrielles, mais néanmoins il faut tendre vers des circuits courts, vers une production la plus proche possible du lieu d'utilisation. Donc ça, ce sont des enjeux. Ça va demander des savoir-faire, on va de plus en plus, et vous le constatez puisque vous êtes tous des fans et des convaincus, on va de plus en plus vers des vélos sophistiqués, avec de la technologie embarquée. Les vélos à assistance électrique sont évidemment une innovation de rupture qui vont faire que le marché du vélo ne sera plus jamais comme avant. Et Guillaume le disait justement, ça ouvre des perspectives nouvelles sur le tourisme itinérant, sur la cyclo-logistique et la livraison du dernier kilomètre, sur l'utilisation même dans un domaine des vélos cargo dans un domaine, j'allais dire, personnel, familial. Donc tout ça va nécessiter de l'innovation, va nécessiter du savoir-faire, va nécessiter de l'emploi. On peut espérer, et c'est quand même un peu un des objectifs, permettre une sorte de transfert de passerelle avec certaines industries aujourd'hui qui vont devoir se réinventer, qui vont devoir se retourner, hein, c'est le terme qu'on emploie. On pense évidemment à l'automobile et à l'aéronautique. Les estimations évaluent à peu près à 300 000 salariés pour lesquels il va falloir probablement envisager un nouveau métier d'ici 10-20 ans. Soyons clairs, le marché du cycle, l'industrie du vélo et le commerce du vélo aura du mal à absorber toute cette population. Néanmoins, il est probable qu'on puisse transformer certains métiers et les transférer vers notre industrie et notre commerce. J'insiste sur le commerce parce que le commerce est aussi en train d'évoluer. Il n'y a pas uniquement la vente, il y a le conseil, il y a l'accompagnement, il y a le service, il y a la réparation. En fait, c'est une palette de métiers qui n'est pas propre au commerce, j'allais dire, marchand. Hein. Les acteurs de l'ESS trouvent toute leur place et juste à côté de nous, il y a justement un endroit assez emblématique de ce qu'on peut faire aussi au travers de l'ESS. C'est un marché qui est en pleine évolution. Il va se stabiliser, il va trouver un peu son modèle progressivement où il y aura évidemment une place prépondérante pour les acteurs de l'industrie et du commerce et aussi pour les acteurs de l'ESS. Donc en fait, oui, c'est un enjeu, un levier de croissance, hein, un relais de croissance, un levier d'emploi, mais il ne faut pas non plus imaginer que c'est la solution à tout et qu'on va récupérer 300 000 salariés, c'est pas vrai. En revanche, je pense que les pouvoirs publics ont bien compris qu'il y avait un potentiel considérable, à la fois sur l'industrie et le commerce, et à la fois sur tous les nouveaux métiers que va offrir cette filière de l'économie du vélo. Effectivement, c'est là où on peut voir aussi un lien avec le plaidoyer des usagers qui, de plus en plus, tend à pousser à un déclin du système automobile, et donc à attendre... On espère, on essaye de provoquer une réduction de la puissance de l'industrie automobile. Donc le vélo est une partie des réponses, évidemment pas la seule, mais c'est une partie des réponses. On voit bien qu'il y a des enjeux aussi derrière politiques, très transversaux, le comité interministériel vélo avec 5 ministres présents, des tensions qui peuvent apparaître potentiellement ou des complémentarités à organiser entre différentes filières, différents secteurs. Comment est-ce que politiquement on anime ça et notamment quelle est la place d'un parlementaire comme vous dans ce spectre vaste qu'est la filière vélo? Alors déjà, ça, c'est quand même c'est quand même un contexte génial actuellement d'avoir d'un seul coup tous les ministres qui se mobilisent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Par moment, Olivier Schneider est celui qui raconte le mieux. Il nous l'a raconté encore la semaine dernière lors de la présentation du plan vélo qui avait lieu au ministère de l'écologie, où il racontait que 6 ou 7 ans auparavant, quand il était venu au même lieu, avec des interlocuteurs différents, on lui avait ri la figure quand il était venu parler vélo en lui disant que jamais l'État investirait le moindre euro.
et c'était il y a 6-7 ans. Donc là aujourd'hui, effectivement, on a à gérer une compétition entre ministres, et sincères, qui sont vraiment à vouloir et qui tiennent leurs engagements, parce qu'en quelques mois, on a eu une présentation du plan vélo à Matignon, on a eu une présentation portée par la Première ministre, on a eu derrière des états généraux qui ont eu lieu, en conclusion ont eu lieu à Bercy, là c'était quasiment la prise de la citadelle pour tous les acteurs du vélo, je pense, et derrière l'engagement qui a été pris immédiatement par Clément Beaune de dire la prochaine étape elle sera chez moi, entre guillemets, on va dire. Et donc, cette volonté et c'est une complémentarité, chose qui se passe très bien actuellement, mais qui nous permet notamment d'aborder, la semaine dernière, il y avait aussi des ministres du pôle santé, du pôle solidarité, je pense à Jean-François Combe, donc on aborde le vélo dans toutes ses dimensions transversales. Et ça, c'est important parce que c'est pas le cas dans d'autres États. Et nous, quand on a fait la mission, par exemple, le rapport, on a pu se rendre au Portugal pour voir pays où le sujet vélo, alors on dit que c'est le pays qui paraîtrait quasiment le pays en fait qui produisent des vélos. Mais il n'y a pas du tout la transversalité qu'on observe aujourd'hui dans notre pays. Et même d'autres grands pays européens peuvent avoir beaucoup de pratiques, mais pas forcément l'ensemble du spectre de développement aussi bien associatif ou économique ou industriel que nous observons et historique que nous avons, qui existe aujourd'hui en France et qui demande à être structuré pour être complètement amplifié. Alors après, ce qui joue aussi, et c'est là où sur la question quelle place peut prendre un parlementaire, je pense qu'en premier lieu, les élus prennent une place importante à partir du moment où ils pratiquent eux-mêmes le vélo. J'encourage à aller demander à tous vos élus, quel que soit le territoire, non pas à dire que le vélo est un truc bobo, j'insiste dessus, mais quelque chose de populaire, quelque chose de bon pour la santé, de bon pour l'environnement, de bon pour notre économie, de tordre le bras à cette croyance qui s'est construite au virage des années 80, enfin 70-80 dans notre pays, alors que c'était quelque chose de très populaire dans la pratique du quotidien et pas uniquement sportive dans notre pays, et de revenir sur cette pratique populaire qui l'est aujourd'hui de facto. Quand vous regardez les Françaises et les Français qui pratiquent le vélo au quotidien dans leurs déplacements, c'est ceux qui... C'est une pratique populaire, c'est une pratique par ailleurs que je dirais de bon sens, quand on regarde le nombre de kilomètres que la plupart on parcourt lors de nos déplacements. En premier lieu, bien entendu, cela. Derrière, du côté des parlementaires, et ça c'est une demande que j'ai formulée auprès du gouvernement, mais dès la remise du rapport, c'est bien entendu que les parlementaires, aussi bien députés, sénateurs qu'eurodéputés, puissent être associés à la mise en place d'un comité interministériel. Ce comité interministériel, il devait y avoir. Il y a un comité interministériel, les parlementaires étaient invités la semaine dernière, on n'était que 2, c'était un vendredi. C'était pas pratique pour un certain nombre de collègues qui effectivement étaient en circonscription le vendredi, mais on demande à ce qu'il y ait des places réservées pour les parlementaires afin et de manière transpartisane, bien entendu, le combat pour le vélo et le développement du vélo dans nos deux chambres internationales ayant toujours été porté de manière transpartisane à travers des clubs, et notamment un club qui a été mis en place, qui s'est toujours rénové, mais qui aujourd'hui s'appelle le club des parlementaires pour le vélo, et qui doit perdurer et qui fonctionne de manière transversale, transpartisane. Et à chaque fois que nous avons obtenu des avancées, que nous avons réussi à convaincre, on va dire, l'exécutif d'avancer sur le développement du vélo, nous avons réussi à le faire à travers des amendements qui étaient portés de députés venant de tous les groupes. Et c'est important parce que c'est des sujets de transformation sur lesquels, quand vous arrivez au début, on vous dit non. On vous dit tout le temps non. Et on est beaucoup plus fort quand on arrive en disant mais de toute façon, je vous arrête, c'est tous les groupes qui le portent, et les députés des différents groupes qui le portent, et donc ça passera. Donc la question qu'on vous pose, c'est comment on va mettre en place quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord, qui à un moment donné va arriver, en général, et bien à ce moment-là, on commence à discuter de sur quel point on va atterrir, et comment on va pouvoir le mettre en place. Et voilà la place qu'on peut prendre en tant que parlementaire. Et une question qui m'est soufflée par Olivier S. de l'Ouest. À quand une proposition de loi pour l'accélération du vélo ? On la travaille. Alors, en toute transparence, on la travaille, il y a un certain nombre de mesures, je ne les dévoilerai pas en tout cas pour le moment, parce qu'il y a beaucoup, une proposition de loi, c'est pas quelque chose qui fait 20 ou 30 articles, on la travaille, on la discutera par ailleurs avec vous, avec l'ensemble, je pense, des acteurs de la filière, pour voir quelles sont les différentes dimensions qu'on peut donner à cette proposition de loi. Moi, j'ai juste dit au gouvernement qu'il fallait quand même qu'on attende que les sénatoriales passent. Et c'est important, parce que vous avez pu voir au cours des derniers mois, je trouve que on a de nouveau des sujets sur le casque obligatoire. Moi, j'entends parler du rétroviseur obligatoire. Et en fait,
c'est quand même la dimension sénatoriale actuellement qui donne ça, avec un certain nombre d'élus locaux qui sont récalcitrants sur le développement du vélo, un peu conservateur. Moi, je dis au gouvernement, attendons que les élections sénatoriales du mois de septembre passent. Par ailleurs, on ne peut pas avoir de proposition de loi entre juillet, on ne peut pas avoir de discussion sur les propositions de loi durant les sessions extraordinaires. Toute la session ordinaire qui finit au 30 juin est remplie de textes, et donc on a le temps de discuter et de préparer ce texte pour une inscription et une discussion à l'automne ou au début, je pense, de l'année 2024. Maintenant, peut-être un peu avant les JO, pour répondre à Olivier S. Ce serait peut-être un beau contexte pour porter quelque chose d'ambitieux et surtout pas éviter l'écueil de certains qui voudraient nous mettre non pas des mesures pour développer le vélo, mais plutôt pour freiner le vélo sur des préjugés qui persistent encore dans notre pays. Merci beaucoup. Et donc, dernière question avant d'ouvrir la parole à la discussion avec la salle. Sur cette filière économique, pour revenir sur les ambitions qu'on pourrait avoir en termes sur les valeurs portées par l'ESS, comment est-ce qu'elles se diffusent à l'ensemble de cette filière? Est-ce que l'objectif c'est que toute la filière soit ESS, ou en tout cas, voilà, quelles sont les valeurs que vous portez et peut-être aussi les points très concrets de plaidoyer que vous souhaitez porter au sein de cette filière? Merci. On a beaucoup d'attentes en fait dans le cadre de cette filière parce que les acteurs de l'ESS sont historiquement très structurants de cette filière. Donc on s'attend à ce qu'ils aient une place centrale à différents niveaux. Sur la question de la production ou du développement de la sécurité logistique, on le voit comme une opportunité de développement. Parce que ça veut dire, en effet, relocaliser. Alors, je suis d'accord qu'il faut être vigilant à ce qu'on met derrière la relocalisation, évidemment, des activités économiques. Mais ça veut dire aussi une réappropriation de la façon dont on veut développer la filière pour répondre à des services très locaux. Donc, la question de la logistique du dernier kilomètre est absolument fondamentale si on veut répondre aux enjeux de crise écologique. Donc ça, c'est plutôt l'opportunité de développement. Ensuite, on parle de planification écologique. Ça, c'est le nouveau grand terme qu'on entend depuis 18 mois. Il me semble qu'à ce stade, ça reste quelque chose de très incantatoire, puisque quand on dit qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit planification écologique, et surtout comment on la met en œuvre. Planification écologique, ça veut dire planification territoriale écologique, et donc il faut absolument qu'on assume de financer de l'ingénierie de projet territorial, de l'ingénierie de coopération qui permet ce changement d'échelle. La Fédération des usagers de la bicyclette, aujourd'hui, elle se pose la question, plus que se poser la question, elle avance sur la structuration de réseaux en région. C'est pas anodin en fait. C'est typiquement par ce genre d'initiative de structuration à l'échelle territoriale que l'on accompagne en fait cette bascule de changement culturel, de changement de consommation, de changement de mode de vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens en fait sur ce type d'association d'animation territoriale et d'ingénierie de coopération. Et ça, je pourrais d'ailleurs vous dire que c'est la même chose sur tous les secteurs d'activité de la transition écologique. C'est la même histoire sur les énergies renouvelables, la même chose sur le réemploi et la même chose sur l'alimentation et l'agriculture de proximité. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a une grosse attente là-dessus et je ne voudrais pas que parce que c'est monté au niveau d'une filière dite économique, on oublie en fait les besoins d'appropriation, d'acculturation, de sensibilisation qui ne sont pas des choses industrielles mais qui de fait sont la base en fait pour changer de comportement. Et puis j'aimerais, en tout cas ça je l'appelle de mes vœux, c'est qu'on ait un tout petit peu de cohérence dans les textes réglementaires que l'on sort, puisque donc on a la filière économique avec, et pour être cycliste moi-même, je trouve ça particulièrement bien qu'il y ait l'identification des cycles et que l'on lutte contre les vols. Seulement, donc en parallèle, il y a aussi un texte de loi qui permet de développer une filière à responsabilité élargie du producteur sur les articles de sport et de loisirs, qui a des ambitions de réemploi et de réutilisation extrêmement élevées. C'est l'une des filières sur lesquelles on a des objectifs les plus élevés possibles, et où on nous interdit maintenant, en fait, on nous empêche de faire notre activité à cause de cette histoire de stockage sur des durées extrêmement fortes pour lutter contre le vol du vélo. Et là, on est carrément dans quelque chose qui est en train de devenir complètement contre-productif, puisqu'on a un certain nombre d'ateliers vélo ou de ressourceries, recycleries, qui disent qu'elles vont arrêter de s'occuper des vélos qui vont donc partir à la benne ferraille. 23%, je le rappelle, des vélos sont issus de la seconde main.
Donc c'est quand même assez aberrant parce qu'on nous oblige, dans le cadre de l'autre filière, à stocker les vélos suffisamment longtemps pour s'assurer que les personnes qui auraient pu faire l'objet d'un vol viennent les chercher. Sauf que nous, on ne nous donne pas des moyens supplémentaires pour avoir du foncier à disposition. Or, le deuxième poste de coût d'une structure de réemploi après les salaires, c'est le stockage. Surtout dans des espaces comme ici, en zone extrêmement urbaine, où on a une vraie pression sur le foncier. Donc moi, j'appelle aussi le ministère et l'ensemble des acteurs de la filière à se poser la question de la cohérence en fait, entre différents textes de loi qui, pour un même acteur, l'oblige à être dans une schizophrénie totale et une opposition totale de ses activités. Et parce que on est dans un cadre de vie où, avec la crise écologique, il y a un certain nombre de textes de loi qui avancent sur les enjeux de transition écologique. Néanmoins, arrêtons de réfléchir en silo avec d'un côté le vélo, de l'autre côté le emploi. En fait, si un vélo sur 5 est de seconde main, réfléchissons aussi à la façon dont on articule. Et je terminerai sur un dernier point qui est absolument fondamental aussi sur ces questions. Parce qu'en fait, c'est comment des nouvelles filières viennent mettre en difficulté des activités historiques. Emmaüs, ça a 75 ans d'existence, par exemple, sur le rentrée des vélos. Enfin, des vélos et d'autres, hein, mais ce que je veux dire sur... attention aussi sur le développement de la seconde main à ce que le tissu industriel et lucratif ne vienne pas en concurrence de nos associations historiques de réemploi par des bons d'achat qui incitent à reconsommer du neuf. Parce que ça a comme conséquence directe que la crème des gisements, c'est-à-dire les meilleurs gisements, repassent aux mains du lucratif et que nos associations qui se rémunèrent principalement sur n'importe quelle activité économique, sur les meilleurs gisements, se retrouvent mis en difficulté par manque d'accès aux gisements. Ouais. Merci beaucoup. Oui, non, mais je veux bien apporter un éclairage parce que c'est tout l'intérêt de cette filière et la difficulté de coordonner les intérêts et les problématiques de tous les acteurs. Moi j'entends ce message-là et j'oserais dire que s'agissant de toutes les contraintes réglementaires et notamment de la transition écologique qui pèsent sur la filière, j'ai envie de vous rejoindre. Parce que on sent bien que c'est une loi extrêmement vertueuse et personne ne peut aller à l'encontre, c'est le sens de l'histoire et évidemment qu'il faudra aller vers cette transition écologique. En revanche, c'est une loi qui a été faite un peu je dirais pas dans l'urgence, mais il y avait des enjeux politiques qui nécessitaient d'avoir une loi ambitieuse en termes de transition écologique et une loi qui a été faite en chambre. Et quand on la confronte à la réalité, je confirme, il y a des choses complètement délirantes. Donc le sujet des pièces détachées, c'est pas une invention de l'industrie, c'est plutôt une contrainte. Ce qui est quand même un peu stupide sur le vélo, puisqu'on nous demande, nous industriels, de produire des pièces en plus au cas où il faille les changer sur le vélo. En gros, on duplique ce qui se passe pour l'électroménager ou pour d'autres secteurs, on le duplique sur le vélo. Or, le vélo, c'est ce qu'il y a de plus réparable. Donc, pour changer un dérailleur, pour changer un frein, on peut très bien prendre celui qu'on a à disposition. Nous, on nous impose, donc ça va complètement à l'encontre de la philosophie de la loi d'ailleurs. Parce que transition écologique, on demande aux industriels de produire plus. C'est quand même un peu, effectivement, tout à fait contradictoire. En revanche, sur le deuxième sujet, là se pose un vrai problème, et on a le droit de parler vrai. J'entends que vous applaudissiez ce discours, mais moi je vais vous en faire un autre. Pas sûr que vous l'applaudissiez, mais je vous le dis quand même. On est sur le sens de l'histoire, ça va être de moins produire, de produire de façon plus raisonnée. On va aller sur un marché de la seconde main qui va se développer, qui va se structurer. Ça veut dire que les industriels, c'est vrai dans le vélo, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs, les industriels vont effectivement devoir revoir à la baisse leur production. Donc ils vont devoir réfléchir à des relais de croissance. Comment je préserve mes emplois, comment je préserve la rentabilité de mon entreprise. C'est pas des gros mots, c'est juste du bon sens. Et si effectivement on conduit vers la seconde main, on pousse vers la seconde main, vers la réparabilité des produits, logiquement ces acteurs-là vont se retourner vers le marché de la seconde main, du marché d'occasion, etc. C'est juste mécanique et c'est juste du bon sens quand on est gestionnaire d'un centre de profit. Donc effectivement, sur ce secteur-là, vous allez retrouver de plus en plus des acteurs, que je vais qualifier d'acteurs marchands, sur des sujets qui autrefois n'étaient pas leur préoccupation. Mais ça, je dirais, c'est la logique des choses, c'est parce qu'on conduit vers un marché où on va moins produire,
on aura moins de produits neufs, en tout cas de manière plus raisonnée, et on l'espère dans un premier temps des produits faits sur des circuits plus courts. Et je me permets juste une petite digression, une aparté par rapport à ce que disait Guillaume sur le Portugal. Très souvent, on fait une sorte de raccourci et on dit « attention, le danger vient de l'Asie ». La vérité, c'est que sur le vélo, certes, il y a un certain nombre de composants, et notamment les composants à la plus faible valeur ajoutée, qui viennent d'Asie, les composants tubulaires, etc. Mais nos principaux concurrents, bientôt, ça va être le Portugal, la Roumanie, la Pologne, etc. C'est à nos portes. Donc soit on prend le train en marche, enfin ou plutôt on essaye d'être un petit peu en avance et on fait de la France le principal hub européen de fabrication de vélos, et on en est capable. On en est capable, on a la conception, l'innovation, on en est capable. Soit on va continuer à aller se fournir, moi je ne vais pas citer de nom, mais parmi les principaux vendeurs de vélos en France, il y en a beaucoup qui produisent au Portugal. Voilà. Donc pourquoi pas les faire chez nous? Mais dans ce cas-là, ce n'est pas pour le marché français qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour le marché européen. Parce que sinon, ça n'a pas de sens économique et industriel, parce qu'il y a des quantités minimum à produire pour obtenir des tarifs cohérents et entendables, et ces quantités, c'est pas absorbable par le marché français. Donc en fait, il faut être lucide par rapport à cet environnement, ce panorama, parce qu'on ne peut pas exiger d'avoir un vélo made in France, un vélo made in France pas cher, et en plus qui laisse la place à tous les acteurs de l'ESS. À un moment donné, l'équation ne tient pas. Donc c'est juste, je suis désolé, hein, c'est un peu un discours, mais chacun trouvera sa place, hein, c'est le boulot aussi de la filière d'articuler tout ça, mais il faut aussi comprendre les problématiques des acteurs aujourd'hui du commerce et de l'industrie. Vas-y, Florence. Je voulais juste ajouter quand même une des bonnes nouvelles de vendredi dernier, donc à l'occasion du comité interministériel vélo, c'est l'ouverture des aides à l'achat aux vélos de deuxième main. Donc c'est quand même quelque chose un signal fort et intéressant, je pense, sur lequel sur lequel il faut positiver. C'est quand même, ça va dans le sens du développement de l'ESS également, du réemploi, de tout ce qu'on souhaite porter également au sein de la filière. C'est l'un des points en tout cas que vous avez mis dans le rapport et je le maintiens. Il y a urgence à construire un vrai marché de la seconde main du vélo en France. Et moi je trouve beaucoup trop par moment incroyable. Je résume souvent en disant que je suis toujours frappé quand je vois des offres sur Facebook ou le Bon Coin qui disent voilà, j'ai ce vélo depuis tant d'années, à combien vous estimez ça revend, et on ne sait jamais quel est le degré de fiabilité ou de confiance qu'on peut avoir dessus. Et là pour le coup je pense tout à l'heure qui abordait le sujet de la complémentarité entre les filières. Sincèrement du côté de la filière vélo, il y a beaucoup à apprendre d'autres filières, notamment pour le coup de la filière auto sur, on va dire, aussi bien sur la production que sur le côté de structuration d'un marché seconde main. Le marché seconde main étant bien sûr celui qui permet la démocratisation, l'accélération de la démocratisation de l'accès à ce mode de transport. Pour le dire, moi je pense qu'on peut répondre au marché français, mais alors, il faut augmenter le plus vite possible, et là ça passe par les infrastructures, le nombre de Français qui se déplacent au quotidien sur le vélo. Et là nous sommes encore, j'entendais 5% tout à l'heure, je crois citer, on n'est même pas à 4, on est passé de 3 à 4 grâce aux efforts des dernières années. On avait l'objectif des 9, alors on pourrait faire évoluer bien entendu ce critère, du 9% qui était en 2024, engagement pris pour avoir les JO, et 12% en 2030. Je pense qu'il y a urgence à accélérer encore grandement par les infrastructures, par la culture à vélo, par le changement d'approche qu'on peut avoir. Et là, le changement de regard de l'État est indispensable et nécessaire et urgent, bien entendu, pour développer grandement cette pratique. Le dernier point que je voulais vous partager, qui là aussi revient, est un retour d'expérience par rapport au déplacement qu'on avait eu dans le rapport. Moi, au tout début, par rapport à la production, dans un moment où effectivement on se re-questionne sur comment reproduire, reconstruire au niveau national. Ce qui m'a beaucoup frappé quand on a démarré sur le vélo, alors déjà, et ça je le redis le plus souvent possible, on est dans un pays qui, on a vu au moment du Covid, c'est plus faire un masque, c'est plus faire un dérailleur, c'est plus faire du paracétamol, par contre, c'est faire du sous-marin nucléaire et du Rafale. Et vous le dites, moi, au tout début, quand on a commencé le rapport, on me disait immédiatement qu'en France, c'est infaisable de faire un cadre vélo ou de faire un dérailleur.
À la réalité, je pense qu'on peut faire les meilleurs cadres et les meilleurs dérailleurs, et quand on a été au Portugal, on s'est aperçu que c'était faisable. Souvent, dans du tissu industriel beaucoup plus moderne que ce qu'on peut voir en France, et que la réponse des industriels portugais qui nous était donnée quand on leur dit « mais comment vous y arrivez ?» On leur disait « bien entendu, ça doit être le coût, le coût du travail. » Pas du tout, ils nous répondaient droit dans les yeux « non, on est juste meilleur que vous. » Et là, on venait casser une croyance, mais effectivement, un pays qui n'a pas... pour aujourd'hui reconstruire cette filière, on a besoin aussi de mettre derrière nous vraiment le discours de désindustrialisation que l'on a connu durant près de 30 ou 40 ans, un discours même pas que de désindustrialisation, de considérer qu'on n'aurait plus rien à produire à côté de chez nous ou à réparer en fait à côté de chez nous et enlever l'image noble qu'avaient on va dire ces métiers. Et là aussi il y a un grand changement culturel, alors, je pense, qui est en cours, mais on n'en est qu'au début. Et il va falloir un certain temps là aussi pour reprendre, on va dire, la place qui était indiquée tout à l'heure. Le vélo, c'est une industrie sur laquelle on était les premiers dans les années 70, dans laquelle tous les territoires qu'on a pu visiter, il y a encore aujourd'hui une très grande fierté des territoires qui accueillaient ces industries et une vraie tristesse sur le fait d'avoir partir par moments ces savoir-faire, ces industries qui faisaient vivre des bassins de vie de manière en proximité, souvent, et c'est là où les travaux qu'on mène actuellement et qu'on essaie en tout cas tous ensemble de construire. Très court. Très court. En fait, je crois qu'il faut quand même qu'on soit tous conscients, mais là, la filière, elle doit capitaliser sur les points forts de chacun. On a un aliment de planète qui est unique. Entre les enjeux de transition écologique, qui deviennent omniprésents réglementairement, mais dans notre quotidien. Et le vélo répond à cette problématique-là. Les sujets industriels, on l'a vu, on vient d'en parler, ça répond à cette problématique-là. Les sujets de santé, le besoin d'entretenir son capital santé, etc. Et le vélo répond aussi à ces sujets-là. Et enfin, un sujet, moi j'ai été assez surpris quand on a fait des études, on s'attendait à ce qu'il y ait des gens qui soient très investis philosophiquement, et en fait la majorité des gens qui utilisent le vélo, c'est des pragmatiques. Parce que c'est pratique, c'est moins cher, on va plus vite, on n'est pas dépendant, etc., etc. Donc ça aussi, il faut capitaliser là-dessus. C'est un point qui est extrêmement important. Donc ça, c'est les points forts. On a l'aliment de planète, il faut y aller. En revanche, je pense qu'il faut qu'on soit aussi collectivement très lucide sur quelques points faibles qu'on a intérêt à traiter pour faire avancer les choses rapidement. Je voudrais en citer 4. Pour moi, alors je reviens rapidement sur ce que disait Guillaume, sur la capacité industrielle. On a un vrai déficit d'innovation. Et ça, effectivement, il va falloir soutenir l'innovation et la capacité industrielle. Ça, c'est un premier point. Le civisme. Franchement, moi, je fais un peu de vélo. Je ne suis pas le meilleur exemple. Je roule en cyclo. Je ne suis pas exemplaire. Et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus. Le savoir rouler à vélo est un enjeu essentiel. Il faut qu'on soit bon. En tout cas, pas pire que les automobilistes. Les conflits d'usage, il va falloir qu'on en parle. Sur les pistes cyclables, est-ce qu'on met des choses qui vont à 45 ou est-ce qu'on roule? Voilà, il y a quand même des sujets. Et puis les contraintes réglementaires. Juste, je ne vais pas vous inonder avec ça, mais les filières, on parle de la filière ASL, mais la filière ASL, c'est les vélos mécaniques. Les VAE, c'est sur la filière D3E. Et le fonds réparation, il concerne que la filière mécanique. Donc vous amenez votre vélo au VAE pour changer les freins, on vous dit « Ah ben non, vous n'avez pas de fonds réparation. » Allez comprendre. Oui, de 40 000 euros. On va ouvrir la question. Pardon. On comprend bien la complexité parce qu'on comprend pas forcément ce qui est dit. Il faut qu'on soit lucide. Non, il faut qu'on soit fort ensemble et lucide sur les problématiques qu'on doit affronter. Il ne faut pas juste regarder positif. Est-ce qu'il y a des propositions de questions, d'interventions qui aussi pas forcément. Bonjour. Bonjour, Laurent Dubois. J'ai plusieurs questions en fait autour des lois. Il y a un certain nombre de lois qui sont en faveur du vélo. On peut prendre la loi LOR, qui n'est pas appliquée dans toutes les villes et qu'on peut difficilement forcer les villes à appliquer. Il y a la loi sur le stationnement vélo, qui n'est pas respectée par des grosses entreprises genre Airbus et Thales. Il y a le code de la route,
où les automobilistes ne sont quasiment jamais sanctionnés pour le stationnement sur les bandes cyclables. Concrètement, est-ce qu'à un moment, il y a un moyen de faire en sorte que les lois soient appliquées en France? Alors, c'est une question philosophique pour la France, hein, parce que le taux d'application des lois en France, ça touche pas que le vélo. Si je puis me permettre, on légifère. Je veux dire, en tant que législateur, on légifère énormément, on contrôle et on évalue pas beaucoup, mais on regarde surtout pas quel est le taux effectivement d'application. Et ça a été dit dans les échanges tout à l'heure, il y a des moments où on fait des lois beaucoup trop complexes et on s'aperçoit derrière qu'on a certaines dispositions qui sont difficiles à suivre dans le contrôle. Je pense par exemple sur le stationnement, qui moi m'horripile quand deux fois effectivement faire piste cyclable et des véhicules qui est dessus. En fait, il n'y a que la vidéo verbalisation qui permettra de faire cela, hein, parce que pour les communes, les agents de la police municipale, ils vont pas passer toute la journée dans la commune. Déjà, quand il y a une police municipale, c'est pas des services avec des effectifs particulièrement pléthoriques. Comme au Royaume-Uni. Là, Au Royaume-Uni, vidéo par le parti. parce que je disais sur la vidéo, le seul truc qui permettrait, c'est à un moment donné, c'est la vidéo verbalisation quand elle se développe et qui permet et qui commence à se mettre en place quand même dans un certain nombre de territoires. Ce qui est sûr, c'est que les lois, il faut les faire appliquer. Donc ça peut être un enjeu. Tout à l'heure, il y avait la question sur la mise en place d'une loi. Et effectivement, on en discute une actuellement, de mon côté, avec les cabinets de Clément Beaune. On discutera également avec l'ensemble des acteurs. La question qui va se poser, c'est quelles sont les dispositions. Comment s'appliquent déjà aujourd'hui les dispositions qui existent, et voir si elles sont appliquées, si elles ne sont pas appliquées, comment on les rend applicables, voir comment on les facilite. Et puis deux, si on a besoin de mettre en place un certain nombre de mesures complémentaires pour les réaliser. Voilà. Alors, pour celles qui ne sont pas appliquées, qui doivent être appliquées, à un moment donné, est-ce que c'est un durcissement des sanctions, est-ce qu'il y a des technologies qui permettent de vérifier qu'elles soient bien mises en place. Mais pour celles qui sont complémentaires, je mettrai en touche pour le moment, parce que c'est en cours de discussion. Alors, comme j'ai pas eu la parole la première, ça fait deux questions maintenant que j'ai. La deuxième, celle que je rajoute, c'est sur les lois, la réglementation sur la zone 30, qui est totalement contradictoire. Le texte dit quelque chose et l'application est exactement l'inverse du texte. Donc, il y a un vrai problème avec ça. Il y a un vrai problème avec ce texte. Ma question, elle était très très prosaïque. Je n'ai rien compris, monsieur Virgile. Vous avez dit vélo SL, VAE c'est une autre, je sais pas quoi, et vous aviez 4 trucs et j'ai rien compris. Et encore moins noté, évidemment. Merci. Alors, c'était pour illustrer la complexité des lois de transition écologique. Il y a 2 lois aujourd'hui importantes en matière de transition écologique. La loi AGEC, qui veut dire anti-gaspillage et pour une économie circulaire, et la loi climat et résilience, qui s'appelle maintenant loi climat, je crois, je sais pas bon. Donc dans la loi climat, c'est très structurant, c'est les équipements, les bâtiments, le décret tertiaire, réduire de 30% la consommation énergétique de tous les bâtiments, ça va concerner tout le monde. C'est un truc énorme, personne ne prend la mesure de cette loi, mais c'est monstrueux. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet dans la loi AGEC, elle consacre la création d'un certain nombre de filières. Alors, filière REP. Filière REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Pour faire simple, le pollueur-payeur, celui qui met sur le marché des produits, il doit se préoccuper de la fin de vie des produits. Donc de la même manière que vous avez les piles, les néons, l'électroménager, eh bien désormais il y a un certain nombre de filières qui sont installées, bricolage, jardinage, les jouets et les ASL, articles de sport et loisirs. Voilà. Dans lesquels on retrouve, alors, on a la chance de porter cette filière, c'est très bien, je pense que l'État n'a pas bien compris, enfin, à sa décharge, c'est pas simple, hein, mais articles de sport et loisirs, c'est la balle de ping-pong, c'est la raquette de ping-pong et la table de ping-pong. C'est pas tout à fait la même chose à stocker, à réparer, à recycler, etc. Donc on est dans ce champ-là. Et parmi cette ASL, il y a les vélos. Mais les vélos mécaniques, parce que sinon ça aurait été trop simple. Et les vélos assistance électrique, comme il y a une batterie, ils basculent dans la filière D3E. D3E, c'est électronique. Déchets d'équipement électrique. Voilà, déchets d'équipement électrique. Au micro. Oui, déchets d'équipement électrique et électronique. D3E. Voilà. Et donc, eh bien, ils ne sont pas considérés dans la loi AGEC, ils ne sont pas considérés de la même façon. Il y en a qui sont à récupérer par
l'éco-organisme écosystème, ou voilà, et puis les autres, ils sont récupérés par l'éco-organisme écologique. Et nous, on essaye de leur dire, mais bien souvent, c'est au même endroit, hein, ces trucs-là. Voilà. Donc ça fait partie des petites complexités. C'est plus clair? Non? Oui, bon. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... Juste comprendre que sur les filières REP, c'est un cadre européen. En France, on est les champions du monde on a développé le plus de filières REP. On va en mettre à 25 en 2024. Et il faut bien comprendre que quand il existe déjà des filières, en l'occurrence la filière des déchets électriques et électroniques, elle est existante depuis 2009 au niveau européen. Les nouvelles filières qui s'ajoutent, plus on va avancer dans le temps des filières, plus on va venir couvrir des zones qui n'étaient pas déjà couvertes. Et comme en fait les déchets d'équipements électriques et électroniques, qui avaient à l'époque 18 catégories, avaient une catégorie sur les vélos électriques, pour les raisons de batterie, parce que c'est du déchet dangereux, et donc ça demande un dispositif de traitement adapté. De fait, quand on crée, quasiment du coup 14 ans plus tard, la filière des articles de sport et loisirs, et de fait, on ne va pas prendre ce qui était déjà dans une autre filière et qui rentrait déjà. Alors, vous ne saviez peut-être pas que les vélos électriques rentraient déjà dans une filière, maintenant vous le savez. Et depuis 2022, les vélos mécaniques rentrent dans une autre filière. Donc après, je suis d'accord que pour l'usager, il y a un vrai sujet de... oui, le distributeur, sur la question du point de reprise, mais en fait, c'est comment on arrive à sensibiliser les gens sur l'endroit où ils doivent déposer. Et après, c'est à nous, professionnels, opérateurs du réemploi et du déchet, de nous organiser pour pouvoir faire la répartition par filière et que le geste de tri, en fait on en est là aussi, soit le plus simple possible pour les usagers. Oui, bonjour, Claude Reims. Claude Reims, ancien de la FUP. Je voudrais revenir sur la notion de changement culturel. Parce que, vous l'avez mentionné en particulier, vous, monsieur le député, le changement culturel ne viendra qu'à partir du moment où vous l'avez mentionné indirectement, mais à partir du moment où on changera de génération de décideurs. Le plus gros obstacle, et je le sais parce que maintenant je suis en contact avec pas mal d'élus de mon secteur, le plus gros obstacle vient du fait que sur un plan générationnel, les gens qui sont aux commandes dans les municipalités, dans les agglos, sont des gens qui ont été de la génération perdue pour le vélo. C'est-à-dire des gens, qui, bon, sauf s'ils en ont fait à titre sportif, cyclotouriste, etc., sont des gens qui ont été perdus qui ont été la génération perdue pour le vélo. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont aux commandes, et ce sont eux aujourd'hui qui n'ont qu'une compétence très très vague sur le sujet des aménagements. Ce sont eux qui font les arbitrages budgétaires, et à chaque fois qu'on a un aménagement cyclable à faire, en fait, aujourd'hui, il faut qu'ils montent une mayonnaise entre un fonds national, s'ils arrivent à y accéder, un fonds régional, un fonds départemental, un fonds agglo, et les finances il n'y a pas de pistes cyclables qui se font sans, dans le rural, dans le périurbain où j'habite, sans arriver à avoir au moins 3 bailleurs de fonds. Et ça, c'est une mécanique qui est complexe. Donc, quand il y a quelque chose qui est complexe, eh bien, on préfère l'éviter et faire autre chose. Donc, tant que l'État n'arrivera pas à faire que les élus comprennent l'objectif et apprennent un minimum, tant que l'État n'arrivera pas à faire que les fonctionnaires territoriaux, qui sont souvent en poste longtemps de par leur fonction, on n'en sortira pas. Voilà. Yes. Je sais pas si vous voulez réagir après, peut-être je vous libère aussi. Sur le changement culturel, attention à ne pas trop embellir, on va dire, ma génération. Moi, je suis en 86 ou 7 qui est devant, et je le vois à ce moment, pas de principe. Nous, les élus, on représente ce qu'est notre société. Hein. On est le reflet de notre société, soit au niveau local ou au niveau national. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on n'est pas encore 577 députés à vélo.
très loin de là, et y compris dans les nouvelles générations, c'est pas un réflexe de prendre son vélo, y compris quand on a une courte distance à faire. Et que, en fait, on est encore dans une société française qui est très auto-dépendante, qui s'est enfermée dedans il y a quelques décennies, et c'est là où je dis qu'il faut un vrai changement culturel dans tous les territoires, que ce soit moi, alors je suis député de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, avec un territoire qui est plutôt propice au développement du vélo, et on voit ces dernières années une explosion de la pratique du vélo, et au passage on voit des élus à vélo aussi. Et je le dis aussi pour la ville dans laquelle j'ai une partie de ma famille en Bretagne, où là on dit ah c'est pas faisable, non là on peut pas. La plupart des déplacements, c'est pour faire en général 300 à 500 mètres. Je vois ma famille qui est là-bas, retraitée. En plus, c'est meilleur pour la santé. Plutôt que de prendre la voiture pour faire les 500 mètres pour aller chercher son pain, eh bien, allez, on peut y aller à pied, on peut y aller à vélo. Et donc ça, c'est là où je dis qu'il y a un changement, effectivement, culturel à avoir par rapport à l'approche qu'on a de notre mobilité. Et alors, quand vous dites sur ceux qui décident aujourd'hui, quand on envoie une DAF, ils sont... Effectivement, on est dans ces années, enfin en tout cas, au fond, la totalité dans les années 50, 60, 70, et donc dans une période où effectivement on a totalement basculé, c'est-à-dire on retire les vélos, on retire les tramways, on s'enferme dans le consumérisme et la voiture et l'auto, absolument partout, et on va avoir cette culture très forte qui va se mettre en place, y compris du reflet qu'on dégage, c'est-à-dire que la voiture apparaît comme étant un objet de réussite individuelle, et c'est ça qu'il faut réussir effectivement à changer. Aujourd'hui, les élus peuvent montrer l'exemple, ça je le dis souvent, de faire ces déplacements à vélo en tant qu'élu. Ça permet de faire beaucoup plus de choses parce qu'on va beaucoup plus vite, c'est effectivement moins cher, ça permet de rencontrer plus de monde, plutôt que d'être enfermé dans son véhicule, ça permet de voir les villes ou les territoires où on est. Alors dans une voiture on ne voit quasiment rien, donc c'est des choses voilà, qu'on peut mettre en avant. Mais attention, le travail doit être fort vis-à-vis de la jeune génération, y compris qui n'a pas forcément ce réflexe encore. Et pour compléter sur les difficultés d'accès aux aides, effectivement, il y a un vrai besoin d'avoir un guichet unique, une facilitation, une plus grande visibilité, une plus grande compréhension des aides pour les infrastructures du côté des collectivités locales. On va y travailler du côté de la filière. Un autre sujet, toujours le même, dans les collectivités locales, messieurs, mesdames, il y a 5000 emplois qui vont être créés pour accompagner le développement des plans vélo. Enfin, on a besoin de 5000 personnes qui travaillent, soit formées en formation initiale ou en formation continue sur les plans vélo. Donc c'est un énorme enjeu. Il y a également beaucoup d'emplois. Il y a un très beau tableau là-bas, je ne sais pas qui l'a fait, sur les emplois du vélo. Il manque ce maillon-là. Les infrastructures, les aménagements, les bureaux d'études. On a besoin d'urbanistes et de spécialistes des mobilités qui parlent vélo, qui sachent vélo. Et on en manque encore beaucoup en France. Donc il y a des besoins de formation à toutes les échelles pour qu'effectivement on ait des gens qui puissent mieux réfléchir, mieux parler vélo, mieux conseiller sur le vélo. Donc c'est un maillon qui est identifié. C'est pour ça que les collectivités locales sont hyper importantes au sein de la filière. Je dis ce que c'est Florence qui m'y fait penser, mais des retours là aussi terrain qu'on peut avoir sur les difficultés observées par certains maires qui lors des dernières élections ont pris des engagements très forts en matière de développement d'infrastructures vélo et qui se sont retrouvés justement en difficulté, enfin qui sont en difficulté actuellement parce qu'ils n'ont pas ces compétences dans leur service. Parce que leur service, depuis là aussi, 20, 30 ou 40 ans, on fait de l'auto, on fait de l'infrastructure automobile, on ne fait pas de l'infrastructure. Alors faire une piste toute seule sur 100 mètres, ça à peu près tout le monde peut le faire, mais faire quelque chose de structurel qui fait évoluer effectivement la ville, les mobilités de manière générale, ils ne l'ont pas. Et donc c'est là où ça demande de voir qu'en général d'ailleurs de ne pas faire que à l'échelle de la commune, mais plutôt communal au niveau de l'intercommunalité, du département, pour voir quelque chose qui est bien pensé. Les personnes ne se déplaçant pas forcément uniquement à vélo, uniquement au sein de leur commune, peut-être dépassant bien souvent ce périmètre-là. Et c'est une vraie difficulté rencontrée par certains élus qui là se retrouvent avec leur service, en fait, ont été formés, ont une difficulté à trouver la ressource. On a des villes qui ne connaissent pas encore, par exemple, l'accompagnement dont ils peuvent bénéficier au CRMA. Donc c'est tout ça qu'il faut faire connaître, faire évoluer dans les années qui viennent. Alors moi j'avais une question, Monsieur Caillé, vous avez parlé à un moment donné d'une plateforme de concertation. Donc je voulais savoir en quoi ça consistait, si c'était une plateforme dédiée aux acteurs de la filière vélo, ou est-ce qu'il y avait une démarche d'aller un peu plus loin, peut-être auprès des particuliers aussi. Est-ce que c'est un pré-travail pour un travail plus tard, un futur, je veux dire, d'une mission, ou voilà.
En fait, c'était conceptuel plutôt, c'est-à-dire qu'en fait, je voulais illustrer ce qu'était une filière. Un contrat stratégique de filière, c'est vraiment un lieu de concertation où les acteurs privés et publics peuvent échanger sur les mesures à prendre pour développer justement cette filière. Donc ça peut être des mesures réglementaires, législatives, économiques, etc. Donc c'est un peu ça la filière, et donc ça demande vraiment beaucoup de coordination et faire en sorte que les gens se parlent. Et c'est quasiment, pour certaines filières, le seul lieu où ils peuvent parler avec les pouvoirs publics. C'est en cela que je disais que c'était une plateforme, ce qui n'interdit pas à la filière de lancer des consultations ou des choses et des réflexions publiques. Peut-être Florence, deux mots sur la manière dont, tu as un peu exploré les groupes de travail, mais là, ça se dessine, le calendrier. Bon, j'ai parlé des 4 groupes de travail métier, mais j'en ai 5 autres à côté, dont un sur le développement durable, un autre sur l'emploi, la formation et la compétence. C'est pour ça que je disais que c'est un énorme enjeu, donc d'avoir demain des formations vraiment autour du vélo, dans tous les secteurs qui est concerné, du tourisme, la cyclo-logistique. Il y a plein de nouveaux emplois, c'est ça qui est génial, c'est qu'on sent que c'est un secteur où il va y avoir de l'emploi, des emplois intéressants, de l'avenir. Alors, un autre enjeu sur l'observation, les statistiques, parce que si vous y penchez un petit peu, on a un énorme problème sur le vélo, c'est qu'on a très peu de données en fait, ou des données pas toujours fiables, sauf l'observatoire du cycle de l'USC qui fait un super travail. Mais si vous voulez savoir sur la part modale, là on hésite entre 3 et 4%, enfin, c'est pas tout à fait satisfaisant, on va dire. Donc on a tout un énorme besoin d'informations sur le vélo. Aujourd'hui, j'ai une centaine d'acteurs qui travaillent de manière bénévole pour définir ces projets au sein de la filière, mais ça sera évolutif et bien non, pour l'instant, la filière, elle rassemble les acteurs économiques. Donc, et elle rassemble, la FUB est présente pour représenter les usagers et c'est primordial, mais on ne peut pas aller voir tous les usagers parce que sinon, là, moi, je vais craquer. Voilà. Bonjour, Benoît Carouet pour Vélo Cédule de France. Il y a beaucoup de métiers en tension, on est d'en parler. Et là, moi, je suis dans un métier qui connaît une phase particulière, donc tout ce qui est éducation. On est passé très rapidement de 2 à 8 éducateurs dans l'équipe. Et depuis que le SRAB s'est déployé, qu'il y a des moyens financiers qui ont été mis sur la table, on a plein de demandes qu'on ne peut pas honorer. C'est un peu dommage parce qu'on voudrait que ça se développe plus vite, mais en même temps, on ne peut pas suivre. Et on a beau chercher les collègues qui pourraient prendre les demandes qu'on ne peut pas prendre, on n'en trouve pas. Et ça s'est aggravé là récemment par une décision qui a priori était bonne, c'était de structurer la compétence de métier d'éducateur. Donc l'an dernier, le CQP éducateur mobilité à vélo était enregistré au RNCP, ce qui est très bien, ça peut faire monter en compétences, mais du coup il y a un tas de gens qui n'ont pas ces diplômes-là, qui d'un seul coup sont plus autorisés à être intervenants pour le SRAB. Et à l'inverse, on a à côté de ça tous les éducateurs sportifs qui sont considérés d'office comme compétents pour intervenir dans le SRAB dans les écoles. Ce qui nous pose un vrai problème de compétences parce que les éducateurs sportifs ils sont comme la moyenne des Français, ni plus ni moins. Il y en a des très bons, il y en a des pas bons du tout, sauf qu'ils ont le droit d'intervenir. Et je vois des témoignages de SRAB, de projets dans les écoles, qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Donc on a à la fois une offre d'intervenants insuffisante et des intervenants qui ne sont pas compétents. Ça pose vraiment problème. Virginie m'a dit que vous avez raison. Non mais... Je suis désolé, je vais devoir vous abandonner parce que je dois retourner à l'Assemblée nationale. Il est à 16h30. Mais c'était un plaisir de vous retrouver. On reste pour les quelques minutes finales dessus. En tout cas, merci pour le point qui est bien pris et dont je reparlerai avec les acteurs de la filière. Sur le SRAB, il faut qu'on en reparle effectivement. Moi, je suis vraiment très preneuse de vos retours de terrain sur cette problématique-là. Mais je suis sûre qu'il y a des moyens de débloquer la chose. Il faut déjà faire remonter la problématique. Donc merci, on échange après, si vous voulez. Je veux bien apporter un éclairage. J'étais hier matin en réunion au ministère des Sports et des Jeux Olympiques justement sur ce sujet-là, puisqu'on est en train de préparer un Grenelle des emplois sur le champ du sport. Alors ça couvre aussi le vélo. Et c'était terrible de voir à quel point, je suis désolé encore franc-parler, il y a du corporatisme et du conservatisme dans les métiers dans le sport. Et on ne réfléchit que pratique sportive et à aucun moment compétence et savoir-être. Et c'est terrible. Donc nous, alors il y a la branche sport, etc.
et qui sont arc-boutés sur l'acquis, sur il ne faut pas laisser la porte à des gens qui n'auraient pas ce diplôme parce qu'ils ne sont pas en capacité, il y a des enjeux de sécurité, etc. Mais ce faisant, c'est un frein à l'emploi. Et nous, on a plein de secteurs, le secteur de l'escalade, le secteur des piscines et le secteur du vélo, où on a un frein à l'emploi parce qu'il y a un protectionnisme des diplômes existants et c'est une catastrophe. Donc le 5 juin prochain, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques organise un Grenelle de l'emploi dans le sport, où on va mettre ça sur la table et on va essayer de travailler par bloc de compétences, c'est une révolution culturelle, et faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre les métiers. Voilà, donc c'est un début de réponse, mais vous avez parfaitement raison. Dernière question. Pierre-Louis Manouvrier de la Fédération française de cyclisme. Je me sens obligé de réagir puisque ce que je viens d'entendre me semble quand même totalement contre-productif et va totalement à l'encontre du discours qu'on devrait avoir tous, acteurs du vélo, aussi bien vélo du quotidien, vélo industriel, mais également vélo sportif. Arrêtons quand même de mettre des barrières entre nous. Je pense quand même que au regard des 2500 clubs FFC qu'il y a en France, on ne peut pas taxer l'ensemble des éducateurs et des formateurs d'être de mauvais formateurs puisqu'ils sont quand même diplômés. Rappelez quand même que la FFC est un des opérateurs qui forme le plus au savoir rouler à vélo. Qu'on ne peut pas se contenter juste de effectivement des associations FUB, des associations recyclage. Intégrons l'ensemble des acteurs. Je pense que le travail pour la filière vélo nécessite de réunir tout le monde autour de la table et bien sûr qu'il y a des montants de compétences qui sont nécessaires. Bien sûr, on peut aussi utiliser des infrastructures en commun, on peut travailler en synergie sur les mêmes territoires, mais n'ayons pas de discours qui soient clivants et dans tous les cas qui ne permettent pas pour moi de construire ou de reconstruire une filière vélo, puisque les acteurs du sport du vélo, FFC, FF Vélo, quels qu'ils soient, sont quand même intéressants et non négligeables et on ne peut pas les... Ils sont parfaitement intéressants et je les connais très bien et je serai avec Michel Callot, le président de la Fédé de cyclistes, très bientôt, on travaille ensemble, donc il n'y a aucun sujet là-dessus, c'était pas le débat en fait. Moi je remets pas du tout en question la qualité des gens formés. Ce que je remets en question, c'est ce protectionnisme, ce conservatisme lié au diplôme et aux formations. Donc oui, il faut des formations, bien évidemment, mais le problème c'est qu'on a une demande qui est tellement forte que si on se referme sur nous-mêmes, et c'est pas propre au vélo, il y a d'autres sports. On a le problème aujourd'hui avec le diplôme de MNS qui refuse que les BNSSA encadrent les piscines, ce qui fait que les piscines ferment parce qu'ils n'ont pas de gens formés. Est-ce que c'est ça la bonne idée? Non, bien sûr que non. Donc au contraire, appuyons-nous sur les clubs, permettons à des jeunes qui ont envie d'avoir des pré-formations pour justement pouvoir encadrer et élargissons. C'est plutôt ça l'idée. Donc je ne pense pas qu'on soit opposés sur le fond. Merci beaucoup. On va conclure cette première table ronde. Il ne me reste plus qu'à remercier nos trois intervenants qui ont fait partie d'une réflexion industrielle et qui termine sur des surjeux de réparation, de formation, d'apprentissage du vélo. Donc il y a tout ce spectre-là avec tout un tas de métiers qui restent à développer. Donc voilà, ça laisse de la matière à réflexion pour l'avenir et puis longue vie à la filière vélo. Et merci beaucoup. Merci à vous. Quand même.